Et si l'ultime secret de la santé reproductive humaine ne se trouvait pas dans une armoire à pharmacie, C'est une bonne question, hein. mais plutôt sous la forme disons, d'un videur microscopique, un garde du corps capable d'inonder son environnement d'une substance chimique similaire à celle qu'on utilise pour se décolorer les cheveux. C'est une image assez radicale, je vous l'accorde. Ah ça, c'est sûr. Et ça tranche vraiment avec notre vision classique. On a souvent cette idée d'un corps humain passif qu'il faudrait constamment nettoyer de l'extérieur avec des antibiotiques. Tout à fait. C'est une vision très datée, en fait. Exactement. Et l'article que nous explorons aujourd'hui bouleverse complètement cette compréhension de la santé intime. Il s'agit d'un dossier super fouillé qui a été publié en avril 2026 par Sacha Coadan. Bah, pour la plateforme Super Nutrition, c'est ça? Oui, voilà. Et donc, la mission de notre exploration du jour, c'est de décoder ce qui est aujourd'hui considéré comme le véritable super-héros de la flore intime féminine. J'ai nommé la bactérie Lactobacillus crispatus. Le fameux Crispatus. Bon, on va décortiquer tout ça, parce que derrière ce nom scientifique un peu barbare, il y a une ingénierie biologique qui redéfinit totalement l'approche médicale moderne. Et le changement de paradigme est vraiment total ici. On ne parle plus juste d'une simple bonne bactérie qui serait noyée dans la masse, quoi. Non, c'est bien plus que ça. C'est la clé de voûte de tout l'écosystème vaginal. La science de ces toutes dernières années, et je pense particulièrement aux données qui sont sorties entre 2024 et 2026, a permis de cartographier son arsenal chimique. Avec une précision inédite d'ailleurs. Absolument. On est passé d'une observation un peu vague de la flore à une vraie compréhension moléculaire. On sait maintenant comment cette souche spécifique orchestre, et je pèse mes mots, orchestre littéralement, l'immunité locale. Ouais, elle dicte la résilience face aux infections. Mais pour bien saisir l'enjeu, il faut qu'on examine la classification de ce microbiote. Qui est loin d'être uniforme. C'est ça. L'article de Sacha Coadon met en avant un concept qui est devenu la norme depuis les consensus de 2025, c'est le CST. Pour Community State Type, en anglais. Exactement. En gros, la communauté scientifique a divisé les microbiotes en grandes catégories. Et le profil optimal, la référence absolue en matière de santé, c'est le CSTI. Et devinez quoi? Ce profil est caractérisé par une domination écrasante de Lactobacillus crispatus. Presque tyrannique même. C'est ça, tyrannique. Mais pourtant, il existe d'autres lactobacilles dans ces classifications. Ce qui pose un peu la question de sa supériorité. Pourquoi lui et pas un autre? Eh bien, la biologie de l'évolution a ses favoris, hein. Si on prend un microbiote de type CST3, par exemple, il est dominé par une autre souche, le Lactobacillus iners. Le fameux iners, oui. Voilà. Et bien que très courante, cette bactérie iners est infiniment moins protectrice. Elle est métaboliquement moins active. Elle peine vraiment à maintenir un environnement suffisamment hostile pour les pathogènes. D'accord. Il y a aussi Lactobacillus gasseri qui offre une protection, disons, intermédiaire. Mais Crispatus, lui, il a un équipement génétique unique. C'est ce qui lui permet d'offrir la barrière la plus robuste contre la dysbiose. La dysbiose, c'est ce basculement catastrophique vers une flore pathogène, c'est bien ça, Exactement. C'est quand l'équilibre s'effondre. L'image qui me vient à l'esprit en lisant tout ça, c'est la sécurité à l'entrée d'un club très exclusif. Ah, j'aime bien cette analogie. Bah oui, imaginez, le vagin serait ce club avec des critères d'entrée hyper drastiques. Lactobacillus crispatus, c'est le videur en chef. Intransigeant, taillé sur mesure pour le job, il maintient un ordre absolu. C'est tout à fait ça. Et à l'inverse, Lactobacillus iners, ça serait un peu l'employé intérimaire. Il porte bien le t-shirt de la sécurité, il donne l'illusion que la porte est gardée, mais à la moindre pression, au moindre mouvement de foule bactérien, Il cède. voilà, il cède et il laisse entrer tous les indésirables. Mais concrètement, comment ce videur microscopique fait-il pour reconnaître et expulser les indésirables de manière si efficace? Si on regarde ces méthodes, la première arme est purement chimique, non? Oui, c'est l'acidification. La bactérie transforme les sucres en acide lactique pour faire chuter le pH. On descend entre 4,0 et 4,5. Ce qui est très acide. Extrêmement. C'est d'une efficacité redoutable. À ce niveau d'acidité, les enzymes des bactéries pathogènes elles sont littéralement dénaturées. Elles ne peuvent ni se nourrir, ni se reproduire. C'est un bain d'acide permanent pour les intrus, quoi. Exactement. Mais attendez, la deuxième arme de Crispatus est encore plus agressive. Il s'agit de la production de peroxyde d'hydrogène. Attendez, pause.
Du peroxyde d'hydrogène, comme le produit chimique agressif qu'on utilise en coiffure pour se décolorer les cheveux Oui, l'eau oxygénée, c'est le même composé chimique. ou pour désinfecter le carrelage. Mais comment le corps peut-il tolérer la production de ça en interne? Ce sont des muqueuses extrêmement fragiles. On ne peut pas avoir un truc pareil en continu sans abîmer ses propres tissus, si? C'est la grande question, oui. Le secret, il réside vraiment dans le ciblage moléculaire et dans le dosage. D'accord. Il n'y a pas de libération massive dans le vide, hein. La production est microscopique et surtout, elle se fait au contact direct des membranes lipidiques des pathogènes opportunistes. Comme la levure Candida, par exemple. Candida albicans, voilà, ou la bactérie E. coli. Le peroxyde d'hydrogène va provoquer une peroxydation lipidique. En gros, il déchire la membrane de ces microbes spécifiques. Waouh! Et pour répondre à votre question sur les tissus humains, eh bien nos cellules produisent des enzymes antioxydantes, comme la catalase par exemple. Qui vient faire bouclier. C'est ça. La catalase neutralise instantanément ces radicaux libres, ce qui protège nos cellules de tout dommage collatéral. Ah, donc c'est une frappe chirurgicale millimétrée. C'est pas du tout un tapis de bombe. C'est fascinant. L'article décrit aussi des mécanismes physiques d'ailleurs. Oui, la compétition pour l'adhésion. Voilà, en gros, Crispatrice sature littéralement les récepteurs de la paroi vaginale. Si toutes les chaises sont occupées dans le club, la bactérie invasive glisse et elle finit expulsée. C'est exactement le principe. Et pour sceller le tout, il y a la formation d'un biofilm. C'est une matrice protectrice. On a donc l'acide, le peroxyde, le barrage physique et le bouclier. Voilà. Et là où la biologie devient presque de la science-fiction, c'est avec cette découverte majeure de Harvard. Ah oui, la découverte d'octobre 2024. Ce qui est fascinant ici, c'est la profondeur de cette symbiose. L'équipe de la chercheuse Smita Gopinath a publié ça dans Cell Host and Microbe. Ils ont identifié une nouvelle famille de molécules, c'est ça, hein? Oui, totalement inconnu dans ce contexte avant ça. Ce sont les bêta-carbolines. En fait, Lactobacillus crispatus ne se contente pas de tuer les envahisseurs. Il synthétise 9 métabolites différents de cette famille. 9. Et parmi eux, 6 ont démontré des propriétés anti-inflammatoires directes sur les cellules humaines. La bactérie produit littéralement des médicaments apaisants pour son hôte. Attendez, donc, pendant qu'elle détruit les envahisseurs d'un côté, elle applique une pommade apaisante de l'autre. C'est la meilleure façon de le décrire, oui. C'est inouï de penser qu'une bactérie a la capacité d'interagir avec les signaux d'inflammation du corps humain pour calmer le jeu. Et le niveau de sophistication va même au-delà de ça. Les travaux qui sont parus dans NPJ Biofilms and Microbiomes en 2026 ont mis en lumière un autre outil. Les fameux EPS. Les exopolysaccharides, oui. Ce sont de longs sucres qui sont sécrétés par la bactérie. Quand ces EPS entrent en contact avec le système immunitaire humain, ils déclenchent une véritable cascade de signaux moléculaires. Genre, ils parlent à nos cellules immunitaires. Exactement. Ils stimulent la production de TGF-bêta-1, TGF-bêta 1, donc une cytokine humaine. une puissante cytokine anti-inflammatoire humaine, oui, tout en inhibant les marqueurs pro-inflammatoires. C'est un véritable dialogue interespèces. La bactérie dicte au système immunitaire humain de ne pas surréagir. Pour éviter une inflammation chronique, j'imagine. C'est ça. Une inflammation chronique, ça endommagerait la muqueuse et ça ouvrirait justement la voie aux infections. Bon, alors, si on possède un chef d'orchestre immunitaire aussi puissant, l'impact clinique dans la vraie vie, au quotidien, doit être drastique. Et les chiffres de l'article de Coadon le confirment. Oh oui, les données sont impressionnantes. Prenons la vaginose bactérienne. Ça touche environ un quart des femmes à l'échelle mondiale. Ça génère des douleurs, un risque accru de complications. L'étude fondatrice de Ravel, en 2025, s'est attaquée à ce fléau. En utilisant un traitement basé exclusivement sur L. crispatus. C'est ça, pas d'antibiotiques classiques, juste la bactérie. Et le taux de réussite, franchement, il défie l'entendement. 90% des microbiotes dits biosés ont basculé de nouveau vers ce fameux profil sain, le CSTI. Contre combien pour le placebo, déjà? Le groupe sous placebo n'a connu qu'un taux de résolution de 11%. On passe de 11 à 90. On observe une véritable terraformation bactérienne réussie, en fait. La supériorité d'une recolonisation ciblée sur l'usage aveugle des antibiotiques est indéniable ici. Les antibiotiques rasent tout. Ils laissent un terrain vague qui est hyper propice aux récidives. C'est la politique de la terre brûlée, quoi. Voilà. Alors que Crispatus, lui, il reconstruit l'écosystème. Et cet impact dépasse largement le seul cadre de la zone vaginale, hein. Ah oui, l'article parle des infections urinaires à répétition, les cystites. C'est ça. Elles trouvent souvent leur origine dans ce même déséquilibre. C'est vrai que le lien n'est pas forcément immédiat pour tout le monde,
Mais l'anatomie dicte cette réalité. Le réservoir des bactéries responsables, majoritairement E. coli, il se trouve souvent dans la flore vaginale ou périanale avant de migrer vers l'urètre. Oui, E. coli remonte. Et l'essai clinique Lactine V, qui est mentionné dans nos sources, il montre qu'en installant Lactobacillus crispatos aux portes de l'urètre, on bloque cette migration. Résultat, pont. Les récidives d'infections urinaires ont chuté de près de 50%. C'est énorme. La compétition spatiale et chimique empêche physiquement E. coli de commencer son ascension. Mais je dirais que la donnée clinique la plus spectaculaire concerne probablement la grossesse. Oui, l'étude japonaise de 2025. La cohorte dirigée par Oguri, parue dans Nature Communications, elle prouve qu'un microbiote dominé par L. crispatis dès le premier trimestre, c'est très important, dès le début, c'est le meilleur prédicteur d'une grossesse sans complications. Le meilleur prédicteur, Ah, hein. juste devant l'absence de pathogènes. Oui, parce que le mécanisme est lié à la gestion de l'inflammation dont nous parlions plus tôt. Une inflammation locale non contrôlée, c'est l'un des déclencheurs majeurs du travail prématuré. D'accord. En maintenant l'inflammation au plus bas, la bactérie sécurise purement et simplement le maintien de la gestation. C'est incroyable. Sachant à quel point cet équilibre est vital, des infections urinaires jusqu'à la survie des prématurés, il est vraiment crucial d'examiner ce qui se passe quand l'environnement change drastiquement. Le grand chamboulement. On voit là. L'article aborde l'impact frontal de la ménopause. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on reprend notre image du début avec le videur, ou plutôt non, prenons une autre image. C'est comme assister à une sécheresse dans un jardin luxuriant. Une très belle image, oui. Les oestrogènes agissent comme le système d'irrigation. Quand le niveau d'oestrogène s'effondre à la ménopause, la plante vedette du jardin, notre fameux lactobacille, elle commence à mourir de faim. La biologie sous-jacente de cette sécheresse est fascinante. Les oestrogènes, normalement, ils ordonnent aux cellules de l'épithélium de s'épaissir et de stocker du glycogène. Le glycogène, c'est un sucre complexe, c'est ça? Exactement. Et lorsque ces cellules se renouvellent et décament, elles libèrent ce glycogène dans la cavité, ce qui fournit la nourriture exclusive de Lactobacillus crispatus. Ah, je comprends. Donc, sans oestrogène, Pas d'épaississement cellulaire, donc pas de glycogène, la bactérie est affamée. elle meurt de faim. Et la chute de l'acide lactique qui s'ensuit fait remonter le pH, ce qui permet à toutes les bactéries pathogènes de s'installer. C'est vraiment cette cascade métabolique précise qui conduit à la perte de protection. Et ça contribue grandement aux douleurs de la sécheresse intime. Donc l'atrophie vaginale n'est pas qu'une question de tissu qui s'affine, c'est un effondrement écologique complet. C'est un désastre écologique local, oui. Face à cette fragilité systémique, on peut se demander quel contrôle on a vraiment. Un mardi matin ordinaire, quoi. La source détaille en plan d'action préventif. Les fameuses bonnes pratiques. Voilà. Alors, au-delà des évidences, comme éviter les douches vaginales qui détruisent chimiquement le biofilm, ou les sous-vêtements synthétiques qui créent une étuve pour les pathogènes, l'article insiste lourdement sur l'alimentation. Oui, l'alimentation joue un rôle clé. Mais comment la consommation de fibres ou d'aliments fermentés, je sais pas, du kéfir ou de la choucroute, comment ça peut bien influencer un écosystème situé à l'autre bout du corps? Le lien se trouve dans ce qu'on appelle l'axe intestin-vagin. C'est très documenté aujourd'hui. L'alimentation ne va pas modifier directement le pH vaginal, évidemment. Heureusement. Mais elle dicte la composition du microbiote intestinal. Les fibres nourrissent les bonnes bactéries digestives. Et ces bactéries-là, elles produisent des acides gras à chaîne courte. Et ces acides gras voyagent dans le sang? Exactement. Ils voyagent dans la circulation sanguine et ont un effet anti-inflammatoire systémique profond. Un intestin en pleine santé réduit l'inflammation globale du corps. Ce qui soutient indirectement l'immunité des muqueuses intimes, d'accord. De plus, il y a une migration physique continue. C'est naturel, hein. Certaines bactéries migrent depuis le système digestif vers la sphère urogénitale. Un flux bactérien constant. Ce qui m'amène au rôle du stress, qui est aussi mentionné dans l'article comme un facteur aggravant. J'imagine que ce n'est pas qu'une question, disons, psychologique. Ah non, c'est purement endocrinien. Le stress chronique, il maintient un taux de cortisol élevé dans le sang. Or, on sait que le cortisol est un immunosuppresseur redoutable. Il coupe nos défenses. Voilà, il réduit la capacité des cellules de la muqueuse à se renouveler et à produire des peptides antimicrobiens. Le terrain devient donc beaucoup moins hospitalier pour L. crispatus, Et ça laisse la porte grande ouverte aux souches opportunistes. qui, elles, prospèrent dans ces conditions de faiblesse immunitaire. Une contradiction apparente. Le paradoxe des probiotiques. Ah oui, c'est une question qu'on pose souvent. Parce que tout le dossier, depuis le début,
dresse un portrait élogieux de Lactobacillus crispatus. On dit que c'est le roi incontesté de cet écosystème, le videur ultime. C'est le cas. Et pourtant, quand vient le moment de recommander des compléments oraux pour restaurer la flore, les souches citées par Coadon, ce sont Lactobacillus rhamnosus GR1 ou Lactobacillus reuteri SC14. Oui, c'est exact. Si crispatus est l'arme absolue, pourquoi ne pas simplement l'encapsuler et l'avaler? Pourquoi envoyer des remplaçants? Eh bien, la contradiction n'est qu'apparente si l'on considère, disons, la logistique biologique. La logistique. Ingérer une bactérie, c'est l'envoyer dans un parcours du combattant terrifiant. Elle doit survivre à l'acide chlorhydrique de l'estomac, ce qui n'est pas une mince affaire. Ah oui, le bain d'acide. Puis, résister aux sels biliaires corrosifs, traverser 8 mètres d'intestin, en compétition avec des milliards d'autres microbes, pour finalement survivre au voyage extracorporel vers la sphère intime. C'est un sacré périple. Or, si Lactobacillus crispatus est un défenseur invincible, une fois installé dans son club, comme vous disiez, c'est un voyageur extrêmement fragile. Il survit très mal au transit gastro-intestinal. C'est un sédentaire, en somme. Exactement. Il est très fort chez lui, mais il ne supporte pas le voyage. En revanche, des souches comme L. rhamnosus GR1 sont des survivantes nées. Elles sont blindées pour le voyage. Voilà. Elles traversent l'appareil digestif sans encombre, elles s'installent dans le côlon et elles colonisent efficacement la zone périnéale jusqu'au vagin. D'accord. Et une fois sur place, elles font le travail à la place de crispatus? Pas exactement. Une fois sur place, elles modifient l'environnement. Elles abaissent le pH et elles créent les conditions idéales pour que les quelques crispatus survivants ou ceux qui étaient en dormance sortent de leur léthargie et reprennent le pouvoir. Ah, ce sont des pionnières, quoi. Elles préparent le terrain. C'est le terme parfait. C'est pour cela que dans les traitements médicaux, crispatus est presque toujours administré par voie locale. Sous forme de capsule vaginale? Oui, où il agit immédiatement sur son terrain de jeu. La voie orale, elle, requiert ces fameuses bactéries pionnières. Et bien sûr, comme le souligne très judicieusement l'article, aucune de ces stratégies probiotiques ne doit se substituer à un diagnostic médical précis en cas d'infection aiguë. Ah, ça c'est fondamental de le rappeler. Les compléments ne remplacent pas un médecin. Mais donc, le véhicule doit impérativement être adapté au terrain. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Pour clôturer cette analyse, la plongée dans cette enquête de supernutrition nous montre que la santé intime a définitivement quitté l'ère de la politique de la terre brûlée. C'est fini le nettoyage systématique. Voilà la logique hygiéniste qui consistait à stériliser l'environnement à la moindre alerte. Elle s'efface devant une logique d'agriculture de précision. La véritable protection réside dans le soutien méticulé de ce videur exceptionnel. En lui fournissant le bon environnement métabolique, hormonal et nutritionnel pour faire son travail. Et la maîtrise de cette ingénierie bactérienne ouvre des perspectives qui sont intellectuellement vertigineuses, non? Ah, je suis totalement de cet avis. Quand on y pense, si le profil métabolique d'une seule souche dicte à ce point le bien-être urogénital du risque de cystite jusqu'au maintien physique d'une grossesse, C'est énorme. se pourrait-il que la gynécologie et l'urologie de demain abandonnent totalement la traque réactive des pathogènes? Arrêtez de chasser les mauvaises bactéries pour se concentrer sur les bonnes. Exactement. Imaginez un futur, somme toute très proche, où la cartographie bactérienne personnalisée deviendrait la norme absolue en clinique. On pourrait ensemencer stratégiquement les muqueuses pour bloquer la genèse même d'une maladie. Rendant le concept d'infection intime obsolète avant même qu'elle ne commence. C'est ça. On serait dans une prédiction et une prévention absolue. Une médecine prédictive qui sèmerait la santé plutôt que de combattre la maladie. C'est une réflexion fascinante. C'est une véritable révolution silencieuse qui opère à l'échelle du micron et qui mérite vraiment toute notre attention. Une révolution en marche. Eh bien, merci d'avoir partagé vos lumières avec nous aujourd'hui. Et merci à tous d'avoir suivi cette exploration au cœur du monde microscopique de la santé humaine. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'essentiel du savoir.